Les assemblées annuelles de la BAD ont débuté aujourd'hui en mode virtuel dans le respect des consignes de distanciation physique liées à la pandémie de Covid-19. Au Mali, une coalition politique de premier plan offre à la junte de collaborer à la transition. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement, les assemblées annuelles de l'institution ont lieu à compter de ce mercredi en mode virtuel, dans le respect des consignes de distanciation physique liées à la pandémie de Covid-19. Au menu de ces assises, dialogue des gouverneurs et l'élection d'un président. L'année 2020, qui marque la 55e session annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque et la 46e session annuelle du Fonds africain de développement. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 sur le continent début mars, l'Afrique a enregistré plus d'1 million de cas confirmés d'infection au virus, selon la BAD. L'institution affirme que la pandémie a durement frappé les économies de la région après la chute des prix des produits de base et les mesures de confinement imposées par les gouvernements. Cela a entraîné la fermeture des frontières de nombreux pays du continent. La Covid-19 qui a occasionné le confinement des populations et pendant cette période d'isolement, 52% des femmes vivant avec un partenaire ont été victimes de violences. C'est ce qu'il ressort d'une étude réalisée par l'Alliance des femmes engagées pour le changement avec l'appui financier de la Fondation Friedrich Ebert. La restitution des résultats a eu lieu aujourd'hui. Dangui. Séance de restitution de l'étude réalisée par l'Alliance des femmes engagées pour le changement et intitulée « Prioriser la sécurité des femmes en période de confinement ». Révélation notable, 52% des femmes vivant avec des partenaires ont été victimes de violences durant la période de confinement en Côte d'Ivoire. De quoi inquiéter les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre, venus s'imprégner des résultats de cette étude. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est le taux d'accroissement de violences basées sur le genre. Il est maintenant à 52,56%. Et je pense que c'est assez. Et vraiment, je me sens un peu... Je suis triste en réalité, je suis triste. Nous qui sommes acteurs de terrain, vraiment, nos chiffres ont vraiment effectivement grimpé en matière de violence en période de confinement. Et ça nous marque beaucoup. La fiabilité de cette étude financée par la Fondation Friedrich Ebert et qui aura duré 3 mois ne fait l'ombre d'aucun doute, selon l'ALFEC. Nous sommes allés auprès des organisations de la société civile qui sont reconnues au niveau national et international. Et ce sont ces organisations de la société civile qui nous ont fait sortir les chiffres des victimes qu'elles recevaient au jour le jour. Et cela nous a permis de confirmer ces chiffres-là. Maintenant que cette étude a permis d'évaluer le niveau d'insécurité des femmes vivant avec des conjoints, avec une cartographie des femmes victimes à l'appui, l'Alliance des femmes engagées pour le changement, ALFEC, fait ce plaidoyer. Notre plaidoyer, c'est qu'il y ait plusieurs centres et que ces centres soient intégrés. C'est-à-dire qu'il y ait des gynécologues, qu'il y ait des psychologues, qu'il y ait des formateurs en développement personnel. Selon l'ALFEC, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, 1129 cas de viol commis sur 1146 victimes ont été documentés. La plupart des victimes étaient des femmes et des filles. 70% des élèves consomment l'alcool selon le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. Un constat alarmant qui pousse l'État et les ONG à poser des actions pour freiner le mal. C'est le cas de l'ONG Amour sans limite et l'ONG Evode. Ces organisations ont initié avant le début des vacances scolaires une campagne de sensibilisation des élèves et étudiants face aux dangers liés à la consommation de drogue et d'alcool. Campagne qui s'est déroulée dans la commune de Yopougon. L'alcool et la drogue continuent de faire des ravages en milieu scolaire. Pour prémunir les jeunes des dangers liés à ces fléaux, l'ONG Amour sans limite et l'ONG Evode lancent une campagne de sensibilisation à l'Institut supérieur technique Saint-Pierre-Marie de Yopougon, Maroc. L'objectif pour nous était de faire connaître aux enfants les méfaits, les inconvénients de la consommation de l'alcool et de la drogue sur leur santé, de les amener à dire non systématiquement à l'alcool et à la drogue en raison des méfaits de ces stupéfiants sur leur santé. Vraiment, je remercie l'ONG Amour sans limite
Après cette conférence, j'ai retenu que la drogue et l'alcool ont des effets néfastes sur notre vie. 2 conférences ont été animées au cours de cette journée. Occasion pour l'adjudant-chef Souleymane Koné de présenter les effets de la drogue sur la santé et les études. Pour sa part, Lucien Soya, ingénieur en communication, motivateur et conférencier, a partagé avec les élèves et étudiants quelques principes pour réussir son année scolaire. Selon le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcool et la toxicomanie, PNLTA, une étude a montré que 70% des élèves consomment l'alcool. L'État encourage donc les ONG à multiplier ce genre d'actions. C'était le commentaire de Clément Bocou. Comment développer la riziculture en Côte d'Ivoire pour permettre à notre pays d'être autosuffisant en riz à partir de 2025? C'est ce qui préoccupe le ministre Gaoussou Touré. En visite de travail dans le Bas-Sassandra, le ministre de la promotion de la riziculture s'est rendu dans les différents périmètres rizicoles de l'État et a eu des séances de travail avec les riziculteurs. Gaoussou Touré leur a expliqué comment le gouvernement entend les aider à mécaniser la culture du riz afin d'avoir une meilleure production. Sam Konon. Le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, visite les périmètres rizicoles du Bas-Sassandra. Une visite qu'il a conduit successivement dans le périmètre rizicole de San Pedro, de Tabou et de Sassandra. Partout où le ministre Gaoussou Touré est passé, c'est le même constat. Les périmètres rizicoles sont agressés par des riverains. Je pars avec beaucoup d'amertume. On a vu sur certains espaces des constructions et on a des plantations de palmiers et des plantations d'EVA sur des parcelles où on avait investi pour le développement de la riziculture. Donc, au retour, nous allons tirer les conclusions de tout ce que nous avons vu et nous emploierons à faire en sorte que ces parcelles-là redeviennent des parcelles rizicoles. Le ministre de la promotion de la riziculture a également visité la station de pompage qui est aujourd'hui en ruine et l'unité de transformation du riz située dans la sous-préfecture de San Pedro. La Côte d'Ivoire, avec l'Inde, a commandé 30 usines de ce genre qu'on a installées dans les grandes zones de production du riz. Donc, il s'agit de créer toutes les conditions maintenant avec le secteur privé pour que ces usines-là fonctionnent en plein régime, pour que ça soit rentable pour l'usinier et en même temps pour le producteur. Le ministre Gaoussou Touré a rencontré à chaque étape les riziculteurs à qui il a expliqué la nouvelle politique de développement de la riziculture. Mes chers frères riziculteurs, le président est décidé à vous aider, mais facilitez-nous la tâche pour qu'on puisse vous aider. Tous les pays qui ont réussi, ils ont de l'eau, ils ont aménagé les terres et ils ont trouvé les gens pour les aider, pour apporter les herbicides, les intrants, les semences qu'il faut et pour réussir. Avec les barrages, avec tous les systèmes d'irrigation, les tracteurs, les moissonneuses batteuses, tout ça. C'est pour cela aujourd'hui, dans la nouvelle politique, on a divisé la Côte d'Ivoire en 20 pôles de développement rizicole. Parce qu'on peut faire du riz partout en Côte d'Ivoire. Les propriétaires terriens et les riziculteurs s'engagent tous à participer à l'autosuffisance en riz dans les années à venir. On va leur donner les bases pour que les gens travaillent. Nous sommes prêts à vous accompagner afin qu'on atteigne ensemble l'objectif à nous fixer par l'État de Côte d'Ivoire. Avec l'avènement du ministre, il nous a promis beaucoup de choses. On nous a envoyé des machines pour pouvoir exploiter. Si par exemple j'ai une machine, ça peut me permettre d'exploiter une grande parcelle. À Sassandra, le ministre de la promotion de la riziculture s'est rendu dans le village de Lipoyo. Les femmes de ce village font de la culture du riz leur principale activité. Un festival de riz dénommé Sakadada a lieu chaque année. Le ministre Gaoussou Touré a offert la somme de 500 000 francs CFA à cette association de femmes.
Des travaux de nettoyage sont en cours aux abords des principaux axes reliant les régions du Hambol, de la Bagoué et du Tchologo. C'est une action de la Direction générale des infrastructures routières du Poro. Elle vise à assurer une meilleure visibilité à ces voies. Siekwasi, Jean-Marc Djadji. Offrir des routes où rouler est un véritable plaisir. C'est le défi que veut relever la Direction générale des infrastructures routières dans le nord de la Côte d'Ivoire à partir de Korogo. Les tronçons Korogo-Bundiali, Korogo-Ferkessédougou et Korogo-Niakaramandougou sont en travaux afin d'assurer la visibilité des tronçons de ces régions. Nous faisons le débroussaillement manuel, le curage des ouvrages hydrauliques, que ce soit les dallots, les caniveaux, ainsi que le désensablement mécanique et manuel de la chaussée, pour assainir totalement la chaussée. Quand la voie est dégagée, ça évite les habitants. On a une visibilité à une distance très loin. Ces travaux exécutés en mode régie partielle permettent non seulement aux élèves et étudiants de la cité du Poro d'occuper sainement les vacances à travers un emploi, mais également de réduire les difficultés des usagers de ces différentes voies. C'est un job de vacances. Pour aider les parents un peu après les vacances et puis chacun va à ses occupations. Ils sont en train de couper le gaz, c'est un bon travail. Ce sont 196 km de route en cours de traitement. Un projet entièrement financé par le Fonds d'entretien routier. La fin des travaux est prévue pour octobre prochain. L'ambassadeur de la paix, Emmanuel Kwao, membre de la Fédération pour la paix universelle, s'est prononcé sur la situation de violence qui prévaut dans le pays depuis quelques jours. Une situation qui ne favorise pas un climat de confiance pour des élections apaisées. Le messager de la paix invite les populations à la retenue pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise. Il entend dès la semaine prochaine entamer une tournée de sensibilisation dans les villes de l'intérieur du pays pour appeler au pardon, à la tolérance et au vivre ensemble, gage de toute stabilité. Clément Boko. À 2 mois de la présidentielle d'octobre, la violence refait surface dans certains quartiers du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Des violences qui ont fait plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Une situation inquiétante qui interpelle des acteurs de la société civile. Parmi eux, l'ambassadeur de paix Emmanuel Kwao. Ce membre de la Fédération pour la paix universelle donne de la voix et invite les populations à la retenue. Un jeune Ivoirien qui prend machette pour aller marcher, qu'est-ce que tu veux? On va s'entretuer. Alors que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a eu trop de problèmes depuis 2002. Donc moi je dis non à la haine, mais oui à la paix. 3000 morts, c'est le triste bilan de la crise post-électorale en 2011. Il faut éviter à la Côte d'Ivoire de sombrer à nouveau dans le chaos. C'est pourquoi le messager de la paix, Emmanuel Kwao, invite la classe politique à discuter autour d'une table et d'arrêter des décisions dans l'intérêt supérieur de la nation pour des élections apaisées. Une note de tristesse en religion. Monseigneur Laurent Mondjo, évêque émérite du diocèse de Yopougon, est décédé ce mardi 25 août à Abidjan dans sa 79e année et la 49e année de son sacerdoce. Monseigneur Laurent Mondjo, premier évêque de Yopougon, a exercé son ministère dans l'archidiocèse d'Abidjan depuis son ordination sacerdotale le 11 juillet 1971 jusqu'à 1982. Un mot de littérature, l'œuvre de l'écrivaine Agatha Christie intitulée 10 petits nègres a été débaptisée. L'arrière-petit-fils de la romancière annonce un changement de titre pour ne pas, je cite, blesser. N'appelez donc plus ce best-seller mondial désormais intitulé « Ils étaient 10 ». L'histoire raconte le piège mortel tendu à 10 personnages convoqués sur une île mystérieuse, l'île du Nègre, pour y être assassinés. Au Mali, le mouvement de contestation qui a mobilisé pendant des semaines contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit disposé aujourd'hui à accompagner la junte qu'il a renversée dans le processus de transition devant rendre le pouvoir aux civils. L'entrevue, présentée comme une prise de contact d'1 heure environ, s'est déroulée dans les locaux de l'état-major du camp des Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Elle doit être suivie d'une autre samedi prochain en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.